On va arriver au dernier point de ce cours, c'est comment estimer l'erreur qu'on effectue à un moment donné. Donc vous voyez, on veut calculer U de xi plus 1 et on va calculer quelque chose qui est U de xi et une approximation qu'on va faire un développement en série de Taylor. Et donc on va approcher le roi par une valeur simplifiée. Alors qu'est-ce qu'on a exactement? On veut calculer l'erreur qui est la différence entre la valeur exacte, ce que je vais appeler le roi, et ce que je vais appeler le triste substitut, c'est-à-dire la valeur obtenue par la méthode numérique. Et cette différence, je vais l'appeler l'erreur au pas x2. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On suppose qu'on parle de x0 ici. Ok? En x0, ce qu'on va faire, c'est on a la trajectoire qui est tracée là, et on va l'approcher par une droite. Et donc on va suivre la droite qui est tangente à la trajectoire pendant une certaine distance, qui est fixée par un pas h. Et donc ici, là, bili, 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 bili. Ici, on a x1, et on trouve ce point-là, qui est x1, u1. Et on a une erreur que je vais indiquer ici, qui est l'écart entre U1, donc ça c'est EH de X1, c'est la différence entre U1 et, si je veux l'écrire de la même manière que ce que j'ai écrit au-dessus, entre U de X1 et U1. Ok? Alors ce que je fais ensuite, c'est je suis en ce point-là et je vais suivre la tangente de la trajectoire en ce point-là pour faire Euler explicite et je vais me retrouver ici. Ok? Et donc ça, c'est le point x2. Ça va? Et là, j'ai deux erreurs. J'ai une erreur qui est ici, là, qui est l'erreur propagée. Et j'ai une erreur locale, ici, E2. L'erreur propagée, c'est l'erreur qui est due au fait qu'on ne part pas du bon point de départ. On n'est pas parti de la bonne trajectoire, mais d'une autre trajectoire. Même si, à partir de ce moment-là, on intègre exactement, on resterait sur la mauvaise trajectoire. L'erreur locale, c'est l'erreur que vous commettez par le fait que vous remplacez la courbe par une droite. Et donc, de ça, quand on met les deux ensemble, on obtient que EH de 2 de x2 c'est égal à U de x2, ok, moins U2, ok. Mais celui-ci, je vais lui faire un développement en série de Taylor et je vais écrire que celui-là, c'est U de x1 plus H de F de x1 U1 F de x1 U de x1
plus on va le mettre en noir ça, plus h carré sur 2 u second d'une fonction quelconque xi. Ok? Donc ça, j'ai celui-ci qui est là, et le U2, il est égal à U1 plus H F de X1 U1. Donc là, j'estime l'erreur de la méthode d'Euler d'ordre 1 où j'ai deux trucs. Alors regardez bien, on va tout mettre ensemble. Ok? Et on va estimer. Donc je prends toute cette expression-ci. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, copier. On va aller sur une nouvelle feuille. Voilà. Et on va tout mettre ensemble. Youbidou, bidou, bidou, bidou. Voilà. Et on va écrire notre erreur. Alors regarde bien ce que je vais écrire. Je vais écrire que EH de x2, c'est U de x1 moins U1. Les deux cases que j'ai marquées là, c'est donc égal à EH de x1 plus H, la différence entre le rouge et le bleu. Et la différence entre le rouge et le bleu, c'est quoi? C'est F de x1 U de x1 moins le bleu, c'est F de x1 U1 et je ferme le crochet plus le terme h carré sur 2 U de xi. Okay? Et tu vois que ce terme-ci, là, terme-là, ça, c'est fondamentalement l'erreur locale que tu viens de commettre en remplaçant la solution par une droite. C'est ce que tu as commis de cette manière-là. Tandis que de l'autre côté, ici, j'ai le fait que je ne suis pas parti de la bonne courbe. Alors ceci, je vais l'écrire en faisant un petit développement en série Taylor, que c'est EH de x1, la différence entre U1 et x1, fois la dérivée partielle de f de u en un certain x1 et un certain xi1 évalué. Ouais, j'ai pas bien écrit ça. Voilà, voilà. Un certain xi1, x xi1 évalué. Ok? Et ça, je vais l'appeler grand J1. Et ceci, c'est l'erreur propagée. Ok? Alors, on va reprendre tout ça et on va en faire un petit développement bien sympathique. Donc, on va prendre cette expression-ci, copier. On va faire une petite nouvelle page. Là, voilà, voilà, voilà. Et on va coller ça. Pilou, pilou, pilou. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Tu vas obtenir ça. Regarde bien les petits enfants. On va regarder ça. Tu vas obtenir quoi? Bidou, 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 bidou. Voilà. Tu vas obtenir EH de grand X1 plus, on met les deux termes ensemble, plus H de J1 plus E2. Et donc, ce terme-là, c'est le facteur
d'amplification de l'erreur propagée. Et tu vois tout de suite qu'il faut qu'en valeur absolue A plus J1 soit inférieur à 1 pour que l'erreur que vous avez commise au pas précédent, l'erreur que vous avez accumulée, ne grandisse pas. Alors en résolvant ce petit problème assez facile, on trouve assez facilement que vous avez moins 2 et h de J1 qui doit satisfaire ces deux inégalités, puisque vous le mettez entre 1 et moins 1, vous simplifiez les 1, et donc tu vois tout de suite qu'il faut que J1 soit négatif, mais il faut aussi que le produit de H fois J1 ne soit pas trop négatif. Et donc si J, il est très négatif, si le problème est très raide, H sera ridicule pour que ça soit égal. Donc, pour que ça soit stable, si, on va bien le mettre en gros là, si, ça c'est un peu trop gros, si, voilà, on va le mettre mieux, voilà, si le problème est raide, alors H sera ridiculement petit. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la méthode d'Euler explicite, elle est stable, c'est-à-dire que l'erreur accumulée ne grandit pas, si le problème est stable, ce qu'est relativement intuitivement, mais aussi si le produit de H fois J, J qui est négatif, est supérieur à moins 2. Donc ça veut dire que si on a un J négatif, mais très grand en valeur absolue, ce qui est la caractéristique d'un problème raide, pour que la méthode soit stable, il faudra un tout petit h. C'est logique parce que quand tu avais un problème raide, tu avais une variation très importante sur un très petit gap de temps. Si on veut être capable de capturer cette variation très importante, ben, il va falloir avoir des tout petits h. Donc les problèmes raides seront des problèmes qui seront très difficiles à résoudre numériquement. Donc c'est ce que j'ai montré. On a défini l'erreur, on a fait un petit zoom là, on a vu qu'on avait l'erreur commise au long du pas de x1 à x2, qu'on avait l'erreur globale de discrétisation, que l'erreur globale de discrétisation c'était l'erreur propagée, l'erreur commise au pas de temps précédent qui était propagée car on partait d'un mauvais point de départ. On avait mis en ensemble le développement de Taylor et la méthode d'Euler. On a fait un petit développement en utilisant un théorème de la moyenne, tout ce que je vous ai expliqué avant. Et on a obtenu le fait que l'erreur à un pas de temps est égale à l'erreur au pas de temps précédent. Donc ici, l'erreur au pas de temps précédent fois un facteur d'amplification ici. Ça, c'est le facteur d'amplification. Et que pour que la méthode soit stable numériquement, il faut que ce facteur d'amplification soit inférieur à 1. Donc regardez bien en pratique, au pas 1, après en x1, on a l'erreur locale, au pas 2, on a l'erreur 1 qui est propagée avec le facteur d'amplification et l'erreur commise au pas 2. Au pas 3, on a l'erreur du pas 1 amplifiée lors du pas 2 et du pas 3, l'erreur du pas 2, et donc on voit que l'erreur, après un grand nombre de pas, c'est toutes les erreurs commises à tous les pas des itérations précédentes, plus l'erreur locale. Alors vous voyez, on va analyser la stabilité de la méthode de Taylor, d'Euler, et on a essayé H est égal ici à 1.25, et on a un comportement instable. On se met à la limite de la stabilité avec H est égal à 1, et vous voyez, on a des oscillations, mais elles n'ont pas tendance à diminuer. Et quand on prend un H qui est suffisamment petit, on commet une erreur au début, mais la méthode va diminuer. Les erreurs commises au début de l'intégration vont diminuer.
Alors on arrive à la fin du cours et on voit qu'on a plusieurs concepts de stabilité. On a la stabilité d'un système physique. Par exemple, les systèmes chaotiques, la turbulence qu'on observe dans la stabilité. Ensuite, on va remplacer cette physique par un modèle mathématique. Et on espère que ce modèle mathématique va avoir le même comportement stable que la physique. C'est-à-dire que le petit papillon qui provoquerait la tempête dans la réalité, le syndrome du papillon, le modèle mathématique possède les mêmes caractéristiques. Et puis, on va faire une méthode numérique pour résoudre une équation différentielle ordinaire et on voudrait, si c'était possible, que l'équation soit instable quand la physique est instable et que la solution soit stable, la méthode numérique soit stable quand le modèle mathématique est stable. Et on voit que ce n'est pas le cas aujourd'hui. La méthode de l'air explicite, elle peut exploser, produire une instabilité, alors que les mathématiques disent que le problème devrait être parfaitement stable. Vous imaginez le problème? Vous avez un modèle mathématique qui va vous prédire une tornade, alors que le modèle mathématique vous dirait que ça doit rester le calme plat. Donc, toute la difficulté de la modélisation mathématique, c'est que le modèle mathématique doit conserver les caractéristiques de stabilité du système physique et que les méthodes numériques utilisées pour résoudre le modèle mathématique préservent les caractéristiques de la stabilité du modèle mathématique. Vous voyez que dans ce cours, on a vu la stabilité des équations mathématiques et on a vu après la stabilité des méthodes numériques et on a vu qu'une méthode numérique peut être instable pour un problème mathématique stable. Ça va être le challenge de la semaine prochaine.